Je voulais déjà remercier quelques personnes, déjà remercier tout le monde parce que vous êtes beaucoup, merci d'être là. Le fait que vous soyez si nombreux, ça témoigne un peu aussi du fait qu'il y a des sujets qui sont importants. Et puis remercier bien sûr les professeurs Yann Thomas et Jacinto Lagera pour nous avoir donné cet espace de parole et pour avoir fait en sorte en fait que cela ait eu lieu ici dans l'amphithéâtre Descartes où il a eu lieu les premiers congrès des écrivains et des artistes noirs, donc un lieu symbolique aussi pour nous. Je voulais remercier aussi également les deux partenaires de ces projets, qui sont les collectifs des Pantins, dont Tristan et Cassandra font partie, et les Bureaux des Heures Invisibles, qui soutient et développe des projets artistiques liés au vivre ensemble et au faire commun, donc en abordant notamment l'expérience de la pluralité des langues. Et les collectifs des Pantins, ils se posent la question de l'incidence de la race dans l'exercice psychanalytique. Et les Mangravity Art Fund, également les Heather Gilstan Art Fund, parce qu'ils nous soutiennent dans toutes les activités que le groupe Mangravity il fait en général. Et puis bien sûr, on remercie Cassandra et Tristan de leur présence. Tristan, il a travaillé pendant 20 ans en tant que psychologue clinicien en institution et dans les champs médicaux sociaux et judiciaires, donc entre Montpellier, la région parisienne et la Réunion. Et il est aujourd'hui psychanalyste. Et il vient de soutenir une thèse, comme tu l'as bien dit, Chris, qui porte le titre « La part intouchée de l'autre colonial, conscience noire et inconscient freudien ». Donc voilà. Et Cassandra Surino, elle est psychologue clinicienne et doctorante. Elle exerce en psychiatrie du secteur sur l'hôpital d'Albert Chenevier à Créteil et elle réalise sa thèse à l'université d'Aix-Marseille, université. Et elle a travaillé et vécu au Haïti et aux États-Unis. Et son travail de recherche porte sur les traumatismes historiques qui représentent la traite négrière et l'esclavage dans les Antilles françaises. Et elle étudie donc notamment les répercussions psychologiques et leur expression actuelle. Chris Cyril aussi, qui en plus de faire partie du collectif Mangravité et de l'avoir fondé, et il est critique d'art et conteur d'exposition indépendant et il enseigne à l'école d'art de Clermont-Ferrand. Et en tant que théoricien et poète, il s'intéresse aux philosophies et aux esthétiques caribéennes qui font l'objet en fait de ses recherches à l'université de New York. Merci beaucoup. Petit rappel aussi, en effet, et Sarah, elle a dit, j'ai omis de le dire, mais c'est la chose la plus importante. Ici, du coup, on est à l'Amphi Descartes où a eu lieu en 1956 le premier congrès des écrivains et artistes noirs. Le second, en 1959, a eu lieu à Rome. Alors, ce premier congrès, ça a été un événement majeur après la conférence de Bandung. Et donc, du coup, là où nous sommes, il y a eu des personnes comme Richard Wright, comme James Baldwin, comme Césaire, Senghor et tant d'autres qui ont discuté pendant plusieurs jours, en fait, compte de la question culturelle par rapport au continent africain et aux diasporas noires de manière générale, et juste avant, en fait, compte de la période de décolonisation. Donc, c'est pour ça que ça a été important pour nous, tous les ans, de faire un événement ici pour rendre hommage à ce qui s'est déroulé en 1956. Voilà. Le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Votre réputation a dépassé les murs de l'hôpital. Trouble du comportement, stéréotypie verbale. On ne va pas changer un siècle de domination en quelques mois. Je n'ai pas cette prétention. C'est un homme seul, Fanon. Bonjour Cassandre et Tristan. Peut-être qu'on peut commencer avec le spectre du réalisateur, mais plutôt du film. Pour parler, peut-être avant même qu'on rentre dans le débat que peut l'art, peut-être juste un peu une impression de votre lecture du film Fanon. Très personnellement, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Bon, le thème que peut l'art, donc je ne crois pas prendre beaucoup de risques en disant que
création née de l'imprévu, donc on va essayer de composer avec l'imprévu aujourd'hui. Normalement, ce qui devait donner un peu de corps, je vais y aller d'une plainte d'abord, ce qui devait donner un peu de corps à nos interventions, c'était effectivement d'entendre causer Jean-Claude Barny du film. Et c'était donc une table ronde. Donc on va essayer de faire sans ça. Ce que j'ai pensé du film, alors je ne suis pas du tout critique cinématographique, non, comment dire, vu que Pelard, bon, il y a tout un, bien sûr on a échangé un petit peu avant aujourd'hui, et donc comme ça drainait un certain nombre de questions, et qui, moi, dans le champ psychanalytique, m'a amené à réfléchir au moins à deux choses, à la question du visuel, du champ visuel, pour l'instant on va dire la chose de manière abstraite, du champ visuel et du regard, et comment ces deux choses-là s'articulent avec, puisqu'on est dans que Pelard, avec comment situer la question esthétique, voilà, par rapport aux arts visuels, pour le dire comme ça. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite, c'était donc pas une question prévue, celle-là, ce qui me vient tout de suite par rapport à ce champ de réflexion, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, j'imagine que beaucoup de gens ont vu le film ici, mais enfin j'espère, en tout cas, je crois qu'une des premières scènes du film, il y a ce plan comme ça qui traverse l'océan, il me semble, je l'ai vu qu'une fois le film, hein. Mais en tout cas, il m'a semblé qu'il y avait deux scènes comme ça, qui encadre le film, et c'est, alors j'ai appris, moi je suis pas antillais, je suis franco-togolais, pour dire un peu aussi d'où je parle entre autres, mais comment dire, j'ai découvert qu'il y avait une tradition, vous allez me corriger si je dis une bêtise, mais une tradition aux Antilles qui est d'aller chasser le crabe pour la Pâque, c'est ça, hein? Et en fait, cette première scène, enfin, s'il y a deux scènes qui me semblent encadrer le film, c'est cette scène où Fanon, l'enfant Fanon, va chercher le crabe, il se détache un peu du groupe, comme ça, et il tombe nez à nez avec un crabe. Et là, il me semble... Alors c'est le crabe qui lui laissera, c'est lui là qui est en position, j'allais interpréter, c'est lui qui est en position de prédation finalement. Il va à la chasse au crabe, on lui pardonnera, mais il va à la chasse au crabe. Et là, le crabe lui laisse une entaille, qui est l'entaille que Fanon a sur une des joues, je ne sais plus laquelle. Et à ce moment-là, c'est une question pour le coup que j'aurais aimé poser à Jean-Claude Barny, je ne sais pas s'il a pu parler de cette scène-là par ailleurs, mais à ce moment-là, il me semble qu'il y a comme un moment comme ça, hors temps, où Fanon est regardé par le crabe. On pourrait se demander qu'est-ce qu'il regarde dans le crabe. En tout cas, il semblerait qu'il est comme ça saisi, hop, et le crabe lui laisse une entaille sur la joue. Et à la fin du film, je vous parlais du visuel, donc peut-être du champ scopique, hein, on grandit en se construisant face au miroir. À la fin du film, il est face au miroir, et forcément, on voit la marque. Hein, lui qui dans sa réflexion a toujours essayé d'articuler ce qu'un sujet peut avoir de plus singulier, donc ce que nous, dans notre champ, on appelle un peu une marque fondatrice, subjective, et qui a toujours essayé d'articuler, Fanon, notamment dans Peau noire, masque blanc, où il essaye d'articuler, comme ça on voit, la méthode est vacillante, mais il essaye de tenir d'une main l'extrêmement singulier, et de l'autre, le champ social historique qui, il faut bien le dire, fait défaut, à quelques exceptions près, dans la réflexion psychanalytique. Parce que dans la réflexion psychanalytique, on rappelle très souvent, enfin dans le champ psychanalytique plutôt, dans les communautés de psychanalystes, on rappelle très souvent que une phrase de Freud, où Freud dit effectivement que l'individuel et le collectif ne s'opposent pas, et en même temps, dans la pratique, force est d'avouer que on en reste vraiment très souvent, comment dire, à responsabiliser, pour pas dire surresponsabiliser, parce que c'est un point de vue éthique finalement de prendre le parti du sujet. Le parti du sujet, c'est quoi? C'est de se dire
le monde fait quelque chose de moi, mais qu'est-ce que je fais de ce que le monde fait de moi? Et donc, en tenant les choses par ce prisme-là, souvent les psychanalystes cèdent, je dis souvent, on va m'en vouloir, mais cèdent à ce qu'on pourrait appeler un psychanalysme, c'est-à-dire c'est un peu le défaut de beaucoup de domaines. Hein. Quand on s'est formé dans un domaine, et ben, de fait, on a envie d'une certaine manière de le rentabiliser. On a c'est un tropisme, quoi, pour le dire comme ça. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que Fanon, lui notamment dans Peau noire, masque blanc, a essayé d'articuler toujours l'individuel et le collectif. Hein. C'est dit comme ça, c'est un peu tarte à la crème, mais voilà, au cas par cas de la clinique, c'est un peu plus compliqué. Et ben, sans toujours y parvenir, ça faudrait le discuter. Et ben, à l'autre bout du film, donc quasiment dernière scène, je crois, de mémoire, et ben là on le voit, il est face au miroir et il y a cette marque qui, on peut dire, qui peut être une métaphore de ce qu'il a peut-être de plus singulier. Ok. Ouais, là, il y a des termes très, très, très pointus. Mais oui, enfin, Cassandre, même pour revenir aussi à la question du film, quoi, comment toi? En fait, c'est une posture un peu particulière parce que du coup, moi, aussi bien dans mon travail clinique que dans ma recherche, j'utilise énormément les travaux de Fanon. Il est vraiment central et du coup, forcément, je pense que j'ai une exigence vis-à-vis de la figure de Fanon que le grand public n'aura pas forcément. Donc, ma première lecture, si je suis complètement honnête, parce que moi je l'ai vu 2 fois, c'est que la première fois... moi, j'ai vu tout ce qui manquait de Fanon, en fait. J'ai trouvé que, par exemple, le côté révolutionnaire n'était pas forcément là, etc. Et donc, voilà, moi, même si je trouvais le film bien, le film beau, parce que, pareil, je ne suis pas critique de cinéma, mais je trouvais le film beau, je trouvais le film bien, mais je voyais tous ces manquements un petit peu. Et en fait, moi, je trouve ça intéressant, et c'est aussi moi, ce qui m'intéresse en tant que psychologue, c'est... Finalement, après, j'ai vu les effets du film. Et je suis tombée notamment sur des vidéos sur Instagram d'adolescents. Et j'ai vu les effets en fait, qu'avait eu le film sur ces adolescents racisés ou noirs, mais avec cette idée de finalement aussi, c'est une représentation d'un homme noir brillant quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Fanon, c'est une figure brillante. Et en fait, je me suis dit... Il est là aussi, parce que, et là je vais rejoindre sur Fanon, il dit qu'on doit toujours s'exprimer au peuple. On doit faire avec le peuple, on doit parler au peuple, et que la connaissance, finalement, elle vient du peuple, contrairement, et ça ne doit pas venir du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Et je me suis dit que finalement, ce film grand public, parce qu'il se veut grand public, il fait aussi ça. Il parle en bas, il permet aussi des figures d'identification chez les jeunes. Et ça, c'est quand même quelque chose, malheureusement, qui est manquant, surtout dans la société française, par exemple, en comparaison de la société états-unienne, où il y a toutes ces figures, il y a tous ces films grand public qui sont faits pour un public noir et qui donnent toutes ces figures d'identification et qui sont extrêmement manquantes. Je pense notamment... justement à Issa Maïga qui a dénoncé comment dans les films justement les personnes noires en France on va être tout le temps dans les mêmes rôles du dealer, de la femme de ménage, enfin bref toujours ces rôles un peu subalternes et justement aussi donc il y a aussi cette idée que voilà, il faut que justifier la présence de la personne noire racisée, en tout cas dans le film. Et donc du coup, en fait, ça offre un contre-discours, je trouve, en tout cas ce film, avec un homme noir qui a développé toute une pensée, toute une théorie, qui, ok, elle est peut-être un peu absente à certains moments, mais c'est aussi normal pour la rendre grand public, parce que j'en parlais ce matin avec un collègue qui me disait, ouais, mais Fanon, quand même, c'est pas très accessible, etc. Mais finalement, ça le rend plus accessible, je trouve, et ça me fait écho à justement le rôle que donne l'art à Fanon, qui est censé aussi éduquer quelque part. Du coup, ça me permet de poser la question. La prochaine, c'est... alors, ce qui nous intéresse, c'est le rapport à l'art et comment Fanon lui-même... Donc ça, c'est un film sur Fanon, et comment Fanon, donc l'écrivain lui-même, a considéré l'art comme politique, sur le plan politique, mais même aussi sur le plan clinique. Et j'aimerais vous demander,
de manière plus large, il y a des idées, par exemple, comme l'idée du beau ou l'idée du sublime, etc., ou même la question de la représentation. Qu'est-ce que la race fait à ces idées-là? Donc voilà. Alors, avant de répondre à la question, peut-être encore une autre réaction, peut-être plus directement sur le film, sur ce que j'ai aimé, et c'est ce que tu disais là qui me fait penser à ça, et peut-être ce qui manque, mais qui reste présent, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est que en fait, finalement, s'il y a une périodisation dans le film, ou en tout cas un focus dans le film, c'est celui de Fanon à l'hôpital de Blida. Donc Fanon, le chapitre algérien de Fanon, donc qui commence qui est situé entre 53 et 56 avant qu'il parte à Tunis, et il est arrivé de Lyon, c'est ça. Et en fait, finalement, bon, moi j'aurais pu être un peu frustré parce que je me dis, mais où est le Fanon de Peau noire masque blanc? Mais finalement, je me suis dit, de mettre le focus là-dessus, c'est aussi un geste intéressant. Alors pareil, je sais pas ce qu'en aurait dit Jean-Claude Barnier, mais en fait, parce que peut-être que ça nous montre un Fanon, j'allais dire, en tout cas dont l'intention est, j'allais dire, post-raciale. Pourquoi le chapitre algérien de Fanon, on peut le lire comme ayant une intention post ou un geste, un engagement post-racial, c'est qu'il se décale, même s'il sera peut-être rattrapé, mais il se décale par rapport à la question noire, par rapport à la problématique liée à la condition noire qu'il occupe viscéralement, bien sûr. Alors, il s'en décale pourquoi? Parce qu'en fait, là où il causait de l'homme noir, alors sans doute l'homme avec un grand H, en tout cas des populations noires noires antillaises, mais avec un écho plus généralisant, bien sûr, légitimement. Comment dire, le protagoniste, c'est ça, dans Peau noire masque blanc, c'est, enfin, un des protagonistes, c'est la population noire. Et donc là, il décale, finalement, si le Fanon des damnés de la Terre et le Fanon justement du chapitre algérien, c'est le protagoniste, pour le dire comme ça, c'est le colonisé. Et donc c'est en ça que c'est un geste post-racial, parce que c'est-à-dire qu'il consent, même si les biographes me corrigeraient, parce qu'en fait, finalement, il s'avérait que Fanon, dans un premier temps, avait voulu d'abord exercer, quand il a été diplômé donc, en médecine à Lyon, il a voulu exercer, semble-t-il, aux Antilles. Bon, lui, voilà, en Guadeloupe, c'est ça? Il avait demandé à aller en Guadeloupe, n'est-ce pas? Et sinon au Sénégal. Donc deux coins du monde, bien sûr, habités par la question noire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On ne pourra pas répondre pour lui, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Fanon pour demander, puisque je crois savoir, d'un point de vue biographique, il a demandé à aller en Algérie. Donc là, comme ça, même si c'est un second choix, je ne sais pas si on serait d'accord avec ça, mais même si ça peut avoir, on peut faire l'hypothèse que c'est second choix, malgré tout, il a consenti à ce que je peux réinterpréter, en tout cas hypothétiquement, du côté d'un geste post-racial en termes identificatoires. Après, il sera rattrapé par le racisme, peut-être en Algérie, en tout cas certainement en Tunisie. Bon, ça c'est pareil, c'est un peu les biographes. Alors, Tristan, il en est au geste post-racial. Et sur la question raciale, Cassandre, pour reprendre, c'est là que justement, qu'est-ce que fait la race en fait quant à la représentation, ou aux catégories, tu sais, du beau, enfin toutes ces catégories un peu qui viennent de l'esthétique, quoi, du domaine de l'esthétique et de l'art. Comment en fait comment ces catégories sont changées quand il est question de race en fait? C'est une question complexe parce qu'il y a beaucoup de niveaux. Déjà, là, il faut avoir en tête la construction raciale. La construction raciale, initialement, c'est dans une logique hiérarchique. Donc, il y a les races supérieures et les races inférieures. Et il faut avoir en tête qu'il y a une extension sur tous les plans, et ça, il en parle du coup justement beaucoup Fanon, c'est tout ce qui se rapporte aux races supérieures, enfin, à la race supérieure, parce qu'il n'y en a vraiment qu'une qui est au top, soi-disant, et du coup, se rapporte à ce qui est bien, ce qui est avancé, ce qui est évolué, mais c'est aussi ce qui est beau.
en fait. Donc la question du beau, elle est aussi dans la question raciale pour moi. Et finalement, par exemple, dans Peau noire et masque blanc, dans le chapitre sur la femme de couleur et l'homme blanc, il parle justement que tout ce qui se rapporte à la race blanche, finalement, est vu comme supérieur et beau. Il n'y a même pas de discussion possible. C'est forcément beau parce qu'il a les yeux bleus. Est-ce qu'il est beau physiquement ou pas? Enfin, je trouve que quand on relit ce chapitre, on voit vraiment qu'il insiste finalement que la réalité, on pourrait dire, ou la vérité de cette beauté, on s'en fiche. C'est juste que parce que ça se rapporte au blanc, c'est beau. Donc elle est là la question. Et du coup, alors je simplifie un peu, mais il nous explique comment le colonisé, l'esclavagisé, enfin toute la personne qui va être dans ces modèles raciaux va rejeter tout ce qu'il a fait elle, parce que tout ce qui se rapporte au noir, à l'infériorité, et va essayer de prétendre à rejoindre cette beauté, du coup supérieure, etc. Sauf que, moi j'aime bien cette phrase, sauf qu'il va découvrir un jour ou l'autre, et l'artiste ne fait pas exception, et ça il en parle notamment dans sa deuxième intervention sur le congrès, il explique que l'intention n'est jamais suffisante. C'est pas parce qu'on a une intention blanche qu'on va être blanc et considéré comme blanc. Donc en fait, au début, il va expliquer comment la personne va essayer d'exceller dans le domaine et notamment dans l'esthétique. Moi, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu les pièces de théâtre qu'avait écrit Fanon quand il était jeune. Mais c'est intéressant parce qu'il y en a une, c'est une tragédie grecque. Voilà. Et l'autre, c'est un couple et avec une personne tierce. Mais en tout cas, les trois protagonistes sont blancs. Et il le précise. Voilà. Et d'ailleurs, à un moment, l'une des protagonistes dit à son compagnon qu'elle veut qu'il l'aime au point de faire vibrer les tam-tams nègres. Enfin, voilà. Donc on voit quand même qu'il y a cette idée qui est là. Et moi, c'est mon interprétation, mais je pense que Fanon est aussi passé par ces strates. D'abord, la première, c'est je veux rejoindre et je pense comme le colon qu'il n'y a beau que ce qui vient de la société européenne, occidentale. Donc je veux devenir ça. Puis, au bout d'un moment, on me le rejette. Et là, il y a une phrase où il explique qu'en fait, on aura beau être le plus intelligent, faire le plus beau, alors, ça me fait penser à l'Opéra de Paris, où, par exemple, vous savez qu'il y a d'ailleurs un reportage en ce moment sur, justement, est-ce que l'autorisation d'autres corps dans le ballet de l'opéra, parce qu'il faut une homogénéité blanche, et qu'il n'y a que ça qui est beau, parce que c'est vraiment cette idée que c'est pas beau s'il y a d'autres corps. Et donc il dit que malgré le fait d'être le meilleur, d'être le plus intelligent, d'être le plus beau, d'être le plus brillant, de faire une belle pièce de théâtre, et en fait ça va être refusé parce que l'intention blanche n'est pas suffisante. Il faut montrer une totalité blanche. Et donc là, il dit qu'il y a ce deuxième versant, ça va être du coup de se jeter à corps perdu, mais il le dit vraiment comme ça, dans cette contre-culture. Vous voulez me voir comme un nègre, parce qu'il parle de la négritude. Alors, je vais t'arrêter sur ça. Ok. Par rapport au film, justement, tout ce renversement, donc tu parles d'assimilation, etc., etc., on sent que l'idée, c'est de sortir justement du regard blanc sur le plan esthétique. Moi, c'est une question que je vous pose. Moi, je trouve que le film est très esthétique. Justement, on essaye de valoriser, justement, pour le coup, des corps noirs, ce Fanon, etc. On essaye de sortir de ça. Est-ce que vous pensez qu'on essaye de sortir de ce schéma racial qui a prédominé dans le cinéma, par exemple, occidental, européen pendant très longtemps? Est-ce que ce film va vers là, pour vous, ou est-ce que vous y voyez encore une problématique que peut-être moi, je ne vois pas? Mais du coup, ça arrive à cette continuité. Donc, après, l'artiste va pouvoir avoir la tentation... Enfin, non, là, je modifie. Il va se jeter à corps perdu. Il dit qu'il y a un deuxième mouvement, ça va être... on me voit comme une personne barbare, comme une personne inférieure et tout, et je vais me jeter à corps perdu là-dedans, et je vais devenir le plus barbare, je vais devenir le plus choquant, etc. Et il dit que ça, c'est une réponse... une première réponse au système colonial, à ce système qui écrase, qui dévalorise, etc. Et en fait, il dit que, attention, parce qu'en fait, c'est une impasse de valoriser, et en fait, il dit qu'en faisant ça, on fige la personne.
On fige comme si, justement, l'homme noir, avec un grand H, n'était qu'une chose. Elle pouvait se simplifier, justement, avec cette notion même de la négritude. Et il parle de la négritude, justement, que ça fige. Et il dit, et finalement, s'il y a une sorte d'honnêteté intellectuelle, au fur et à mesure, on va se rendre compte que, non, ma réalité d'homme noir ou de femme noire n'est pas la même en fonction que je sois née au Bénin et que j'ai grandi au Bénin ou que j'ai grandi aux États-Unis. Et, enfin, voilà. Et il cite plusieurs exemples comme ça en disant c'est pas la même réalité. Et ça, je vais devoir soit l'accepter et dans ce cas-là remettre réellement en question cet ordre racial, soit faire moi-même un déni. Et il y a une sorte d'aliénation qui perdure finalement, parce que du coup, je me mets en opposition du blanc. Je suis un noir, et le noir est une réalité compacte et uniforme, qui serait du coup un mensonge. Maintenant, pour du coup, où se trouve le film de Barney? Oui, moi, la question que je me pose, c'est, ce film a dérangé. Ouais. Pourquoi il a dérangé? Et, alors, donc la question coloniale, mais aussi sur le plan racial. Justement, en tout cas, il y a ce premier mouvement, ce deuxième mouvement, et le troisième, ce serait de sortir et d'être dans la création. Et quelque chose qui s'affranchit complètement de cette logique raciale, etc. Moi, je pense que on est dans une société, c'est quand même très dur de faire semblant qu'elle n'existe pas. Le film, il dérange, parce que pour moi, il dérange surtout parce qu'il fait du mal à la suprématie blanche, en fait, aussi. Et c'est ça, en fait, parce qu'on nous montre une autre beauté, quelque part, si je suis un peu terre-à-terre. Et je pense que c'est en ça, et que la suprématie blanche, elle est très insidieuse, elle est là, et dès qu'on touche à elle, c'est compliqué. Bon, après, je pense qu'effectivement, c'est davantage Jean-Claude Barny qui pourrait répondre. Je veux dire, non, mais d'un point de vue, je vais quand même dire quelque chose, mais d'un point de vue, j'allais dire presque factuel, parce que lui, il sait, factuel ou même interpersonnel, il sait qui lui a mis ou pas, j'imagine, des bâtons dans les roues, qui s'est opposé. Donc là, nous, on voudrait avoir cette matière-là. Mais je ne prends pas trop de risques non plus en disant que tout ce qui touche à l'histoire algérienne de la France est hyper inflammable. Donc là, ça prend un autre prisme. J'imagine que dans l'équation, ça a participé. Après, est-ce que c'est ça le motif principal? Je ne sais pas. Sans doute que c'est vrai que... Alors oui, il y a un enjeu du côté des identifications. Un film qui met en image des populations noires, quelle identification il favorise? Quel type, je vais préciser, mais quel type d'identification il favorise? Et c'est vrai qu'il y a un enjeu politique à ce niveau-là. Parce que est-ce que c'est des identifications qui maintiennent je veux dire le statu quo, c'est-à-dire qui sont le noir, on va faire dans le cliché, mais la réalité rejoint le cliché, donc le noir sportif, allons-y, le noir qui danse, etc., noir métis, etc. Bon. Et le noir qui rigole, tout ça, c'est le Yabon Banania que tout le monde connaît. On pense que c'est suranné. Non, il y a encore quelque chose. On ne va pas citer de nom, mais il y a des acteurs noirs très connus. Le fonds de commerce, c'est le rire. Alors on a le droit de rire, on ne va pas s'empêcher de rire. On ne va pas bouder notre plaisir, mais il y a un rire qui consonne quand même à l'oreille, qui fait penser à certaines choses. Donc il y a un enjeu. Quelle identification a favorisé ce film? Alors déjà, c'est un intellectuel, un noir intellectuel. Il faut dire une chose, puisqu'on parlait du beau. Il est beau, si tu le disais. Mais la première chose que les copines, en tout cas les copines, voire les copains, disent en sortant, c'est qu'est-ce qu'il est beau cet homme. Alors là où il a poussé le truc, on en parlait, d'ailleurs c'est toi qui me le soufflait à l'oreille, là où il a poussé le truc, il faudrait lui dire, c'est que Fanon à moitié nu, comme ça... Je ne sais pas si ça lui aurait... On rentre dans les morts comme dans un moulin, on ne va pas faire parler Fanon, mais je ne sais pas si ça lui aurait plu, quoi. Parce qu'il a quand même beaucoup la nudité des Noirs, il y a un sujet. J'aimerais vous interroger sur ça. Est-ce qu'il y a des scènes, justement, qui vous ont posé problème, par rapport même à ce que Fanon dit? Alors, il y a sans doute cette scène-là, mais là, tu... bombarde de questions. Attends, je voulais réagir au beau. Prends.
Donc il y a un enjeu autour des identifications, et en fait la question qu'on peut se poser en propre, parce qu'on peut là parler du film, du réalisateur, de l'acteur, mais il faut pour soi, qu'est-ce que le film a fait pour moi? Donc là effectivement je désignais je pointais une identification, un noir beau, intellectuel et beau d'âme. Dans son engagement, c'est pas juste il est beau, parce qu'une plastique noire belle, c'est bon, il y en a aussi. Mais là, il y a une beauté d'âme et d'engagement jusqu'au boutiste. Hein. On dit souvent qu'il y a laissé sa vie d'une certaine manière. Donc là, c'est une figure, il n'y a pas tant de films français où il y a une potentialité identificatoire comme celle-ci. Donc déjà, rien que pour ça, on a envie de lui dire merci, vraiment. Et donc, puisqu'on réagissait au corps beau, en fait, le beau, je vais faire un petit détour, une petite digression théorique, mais je pense que c'est c'est nécessaire peut-être. C'est que le beau pour la psychanalyse, c'est quoi? C'est pas juste un argument d'autorité, c'est de faire l'hypothèse de l'inconscient, c'est-à-dire en quoi je répète toujours les choix aliénants, les choix en quoi c'est plus fort que moi dans mes choix, quelque chose jusqu'à s'y abîmer, quoi, pour le dire comme ça. Bon, c'est la définition qui me vient, on peut la dire autrement. Donc le beau pour la psychanalyse, on pourrait dire, c'est une définition parmi d'autres, mais c'est de l'ordre de la bonne forme, de la bonne forme. Et la bonne forme, c'est la forme effectivement du corps propre. Et pourquoi dire ça? C'est parce qu'en fait, alors à la suite d'un psychologue, Henri Vallon, qui a parlé du stade du miroir, je parlais de ça un peu en introduction, Jacques Lacan a remarqué que l'enfance, c'est-à-dire l'enfant qui ne parle pas encore, précisément entre 6 et 18 mois, jubile face au miroir. Il jubile. Et à partir du moment où il jubile, donc cette image spéculaire, il la prend pour lui, il se reconnaît dans cette image-là. À partir de ce moment-là, il y a des transformations psychiques importantes qui interviennent. Et pour le dire autrement, c'est une préfiguration du moi. Et le moi, on va retomber sur nos pattes, le moi, c'est le support des identifications imaginaires. Si vous voulez, en deçà des identifications imaginaires, il y a cette image, il y aurait, si on suit cette théorie-là, moi, je la vérifie tous les jours dans la clinique, mais il y aurait cette image fondatrice qui est l'image spéculaire. Elle a un poids particulier. Mais dans cette expérience presque phénoménologique, où le petit homme, comme certains disent, est face au miroir, il jubile, là, il se tourne vers un autre, et cet autre, c'est l'autre langagier, mais il y a quelqu'un qui va tenir lieu de langage, le parent, etc., l'éducateur. En fait, il va venir mettre des mots dessus, sur cette image-là. Donc, retenir deux choses. Il y a cette image-là qui a une puissance de captation, et il y a cet autre qui est un autre langagier, mais où Fanon, lui, situe le culturel. Ce que certains psychanalystes mettent un peu sous le tapis, certaines fois. Mais pas Lacan. Lacan, il disait pas autre chose. Après, on l'a pas forcément... C'est pas le fil qu'on a le plus tiré. Et donc, il y a d'une part l'image, la captation d'image, et avec ce que ça peut avoir de méconnaissance, mais qui serait fondatrice du beau, de la bonne forme. Et il y a l'autre, je le dis comme ça pour un peu situer, mais il y a l'autre du langage qui est d'emblée culturel. Et donc Fanon, pourquoi je parle du stade du miroir, c'est que Fanon, dans Peau noire masque blanc, parle du stade du miroir. Alors, et ce qu'il en dit, lui, il tord un petit peu, il a bien raison, parce que c'est des théories qui sont situées qui sont situées géographiquement, qui sont situées politiquement. Bon, au début, c'est pas un gros mot de le dire, c'est quand même une science bourgeoise, européenne, même si... Voilà, c'est quand même inventé par un juif dans un certain climat politique, un juif qui a bougé, qui a migré géographiquement, donc il y avait... on ne va pas le réduire, l'assigner, mais en tout cas, c'est une discipline, qui est située. Et donc, c'est important de venir tordre, à mon sens, les concepts psychanalytiques, par rapport aux besoins. Mais juste pour dire, Fanon,
il parle du stade du miroir, et lui, quelle torsion il fait? C'est qu'il parle du schéma épidermique racial. C'est-à-dire que, en fait, dans la construction, dans le rapport au corps, précisément parce que ce qu'on pourrait appeler la blanchité, c'est-à-dire, qui n'est pas la blancheur, mais la blanchité, c'est-à-dire cette structure socio-économique, ce pouvoir blanc qui diffuse via le culturel, c'est accaparer le beau. Donc, culturellement, en fait, du coup, ça fait dire à Lacan, il parle de schéma épidermique racial, qui est quoi? Qui est en fait cet obstacle au schéma corporel. C'est-à-dire le schéma corporel qui médie mon rapport au monde, qui médiatise mon rapport au monde, ce schéma corporel-là, il est entravé par le schéma épidermique racial. Ça, c'est Fanon qui le dit. Donc, si on revient au film, en fait, quelle identification? Sans doute que tout un chacun, quand on regarde le film, noir ou blanc, mais il est question de savoir par quelle identification on est traversé. Et il me semble que Fanon, et c'est pour ça que j'ai été sensible au chapitre algérien, il me semble que Fanon, même s'il continuait à être hanté par cette question-là, Fanon, c'est le théoricien quand même de la lactification, c'est-à-dire du noir qui veut devenir blanc. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, c'est le théoricien de la lactification. Et lui, finalement, il consent il épouse la cause algérienne. Donc là, quand même, il y a des déplacements intéressants. Et donc, bon, c'est ce qui me vient. Mais justement, je voulais vous parler justement. Alors, j'essaye de comprendre parce qu'il y a plein de choses. Il y a le stade de miroir. Alors, je ne suis pas psychanalyste du tout, mais disons, pour nous, public, on regarde le film. J'aimerais savoir, donc je comprends qu'il y a un processus d'identification qui se fait face à l'image, l'écran de cinéma. Qu'est-ce que ce film fait collectivement? Est-ce qu'on peut penser la salle de cinéma comme un espace de mobilisation politique? Par exemple, quand on va regarder le film, on a bien vu à quel point il y a des salles de cinéma. Toutes les salles de cinéma n'ont pas accepté que le film soit diffusé. Ça veut dire que les images font quelque chose. Là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans le public avec ce genre de film? Et j'en profite pour dire Fanon, mais en ce moment, il y a aussi Zion. Je vous encourage à aller le voir, qui est un film sur les Antilles, qui est aussi fait par un réalisateur guadeloupéen, il me semble. Donc, en fait, qu'est-ce que ces films-là font au public, et notamment à un certain public aussi, qui va le voir? Ça revient un petit peu aussi avec cette esthétique hégémonique qui est voulue dans les pays. Je crois que c'est Fari que je vais citer, mais qui parlait du fait que justement au moment où était sorti le film Tout simplement noir, si ma chronologie est bonne, mais qui expliquait que en fait les films français qui sont faits avec des acteurs majoritairement noirs, ils vont tout de suite être vus comme communautaires, avec toute cette logique, c'est le communautarisme, c'est mal, etc. Et inversement, et je pense que c'est tout simple, mais ça permet de bien visualiser ça, il dit quand est sorti Les Petits Mouchoirs, personne s'est dit c'est un film communautaire. Et c'est là où est justement tout ce que j'expliquais, cette suprématie blanche qui est insidieuse, qui est invisibilisée en fait. On n'a pas conscience que justement c'est tout le temps la beauté blanche qui est mise en avant, qui est valorisée et qui est vue comme une norme. On ne voit plus que c'est une beauté parmi plein d'autres beautés, finalement, si on reprend l'histoire. Et en fait, c'est ça que ce film, enfin des films comme ça, mais Zion aussi, c'est qu'ils proposent une autre histoire racontée d'une autre position, parce que c'est aussi, et je pense qu'en fait, il ne faut pas l'oublier, en fait, c'est des films qui présentent des hommes noirs, parce que là aussi, Zion, c'est un homme noir, fait par des hommes noirs. Enfin, parce qu'il y a déjà eu des films sur des noirs faits par des hommes blancs. Il y a eu, je ne sais plus, mais qui a été critiqué pour ça, le film qui suit un sans-papier qui essaye de... Ah oui, Souleymane. Souleymane, voilà. Ouais. C'est un réalisateur blanc. Donc, c'est pas la même posture aussi. Et donc, du coup, c'est ça aussi que ça propose, c'est que ça donne une autre possibilité d'exister, ça met à mal l'hégémonie, ça met à mal cette croyance d'universalisme, en fait ça met à mal plein de choses et qui sont présentes dans notre société de manière insidieuse, et c'est pour ça que même si finalement
parce que sur le papier, encore une fois, en tant que connaisseuse de Fanon, il était plus révolutionnaire qu'il l'est dans le film, Fanon. Il était beaucoup plus radical, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ouais. Ah, ok. Les Petits Mouchoirs, c'est un film de Guillaume Canet, je crois, avec Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Marion Cotillard, enfin bref, toutes les... Comment ? Jean Dujardin, tous les acteurs blancs très connus. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, cette idée que dès qu'on met en scène d'autres corps de manière très visible et valorisée, ça dérange. C'est tout bête, mais c'est ça en fait. Et ça parce que ça met à mal vraiment cette croyance, cette idée d'universalisme. Mais en fait, l'universalisme à la française, c'est un universalisme blanc. En fait. Et c'est juste que ce film, il met à mal ça, selon moi. Alors, ben justement, parce que ça montre qu'il n'y a pas qu'une réalité et qu'il y a d'autres réalités, et rien que ça, on ne les montre pas, ces réalités. Parce qu'en fait, on fige les gens. On le disait en caricaturant, l'intellectuel, il est blanc, la beauté, elle est blanche, etc. Et en fait, montrer un homme beau, intelligent, noir, et qui n'a pas besoin d'une validation blanche, parce qu'il y a aussi de ça, parce que ça a été théorisé aux États-Unis aussi, que dans beaucoup de films, en fait, avant, même quand on mettait des histoires noires en avant, il y avait toujours le sauveur blanc aussi. Donc, ce n'était pas possible de penser un noir qui est indépendant, intelligent, qui réfléchit par lui-même. C'est aussi simple que ça, parfois. Pour prolonger ce qui est dit, je pense que pour répondre au pourquoi ça dérange, il faut inscrire la question dans le temps long. En fait, pourquoi ça dérange, et donc dans le temps long d'une séquence historique qui est celle où se construisent les stéréotypes sur les Noirs, en fait. Et donc cette séquence-là, c'est laquelle ? C'est celle, bien sûr, de la traite transnégrière, mais il faudrait voir s'il n'y a pas à distendre un petit peu, cette périodisation jusqu'au monde arabo-musulman et la traite transsaharienne et orientale, où il y avait certains, où finalement la question se pose très différemment, il faudrait développer, mais en tout cas, il se trouve que petit à petit, c'est devenu aussi une traite négrière. Il y a eu des traites négrières. Et donc ça s'est resserré sur l'Afrique, là où, à la base, bien sûr, on était esclaves, quand on n'était pas musulman, et c'est resté jusqu'au bout. Mais quand même, ça s'est resserré sur l'Afrique. Bon, là, ça nous éloignerait trop. Mais comment dire ? Et donc, quand on prend cette séquence historique-là, en fait, donc traite négrière transatlantique, et puis après colonisation, en fait, ce qui soutient dans ces deux situations-là, et de manière transversale, ce qui soutient le système esclavagiste ou colonial, c'est précisément la frontière raciale. Là, j'éclaire. Donc, juste pour finir, donc c'est la frontière raciale, et donc pour légitimer l'acte colonial ou l'acte esclavagiste, il faut comme vous savez, il faut que l'esclavisé réponde à un certain nombre de représentations, de clichés. Et donc, Fanon, il a une formule que j'aime beaucoup. Il dit, pour décrire l'aliénation, l'aliénation, c'est quoi ? C'est, de réussir à faire croire à l'aliéné, au colonisé, l'aliéné, que la colonisation a pour but de les sortir de leur nuit. Et qu'est-ce que c'est leur nuit ? On voit, c'est connexe, c'est à la noirceur. Qu'est-ce que c'est la noirceur ? La noirceur, c'est la noirceur de la bestialité, c'est la noirceur ou l'obscurité de la cave négrier, c'est l'obscurité de tous ces stéréotypes-là. Et donc, en fait, et c'est pour ça que les métis ont posé beaucoup de problèmes. Parce que les métis, précisément, c'est ceux qui viennent brouiller cette limite-là. Alors bien sûr, après les métis, ils vont être instrumentalisés pour être auxiliaires du pouvoir. Tantôt, des fois, ils vont être résistants, des fois, ils vont être délaissés. Enfin, c'est le statut un peu métis, cette ambivalence-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il fallait maintenir cette structure bipartite ou
comment on dit, double, quoi. J'aimerais vous lancer sur le fait que, par exemple, aux États-Unis, il y a eu la Black Exploitation, qui a été aussi une industrie cinématographique très importante pour la communauté afro-américaine. Et il y a eu l'idée, jusqu'à aujourd'hui, des personnes comme Ryan Coogler et Michael B. Jordan, enfin Ryan Coogler qui a sorti Sinners, etc. Il y a eu des gens qui ont théorisé une esthétique noire. Est-ce que vous, par exemple en France, on pourrait estimer que sur le plan politique, ça ne veut pas dire que parce qu'on est noir ou parce qu'on est etc., il y a forcément une esthétique particulière, mais est-ce que pour vous, de parler d'une esthétique noire, pour vous, ça peut être aussi une arme ou un outil politique qui peut être utile pour nous en France? En fait, pour le coup, moi je rejoins un petit peu la position de Fanon là-dessus, parce que il l'a écrit avec ce mouvement de la négritude, parce qu'on retrouve cette idée-là. Il dit que c'est un passage obligé, déjà. Je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est un passage obligé, parce qu'il y a d'abord une réaction. En fait, d'abord, il y a l'aliénation, le souhait d'assimilation. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment aussi important de le dire, parce qu'on passe par d'abord cette phase-là, parce qu'on est dans une société majoritairement blanche qui valorise plus le blanc. On en revient à la suprématie blanche qui est impossible à dire en France et pourtant elle est présente. Et donc ensuite il y a cette réaction. Cette réaction, ça permet de faire sien le stigmate un peu, si on peut dire ça comme ça. Et puis arrive ce dernier temps où, bien sûr qu'il ne faut pas rejeter, parce qu'on a pu aussi s'émanciper par ce passage-là, de se dire, voilà, moi je me revendique un artiste noir, avec une esthétique noire. Mais en fait, à partir du moment, il dit juste, Fanon, à partir du moment qu'après on n'est pas figé là-dedans, qu'on s'autorise la création, en fait, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on s'émancipe de ça, c'est présent, parce que il dit aussi qu'on a l'artiste noir, il a parce que là il s'adressait littéralement aux artistes noirs, aux écrivains noirs, en leur disant par contre vous avez un rôle, parce que cette société elle est là, on ne peut pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Donc on peut faire des belles choses, c'est super, etc. Mais il y a une réalité, c'est une révolution à mener. Donc en fait l'artiste va avoir un processus de désaliénation à faire. Et ensuite, il va devoir utiliser cette désaliénation pour pouvoir créer et pour pouvoir permettre aux autres aussi d'atteindre la désaliénation. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai expliqué. Oui, alors non, je réponds tout de suite à l'esthétique noire, mais juste avant quand même, à ta question précédente, c'est bien noté, que fait ce film politiquement ? Alors, encore une fois, on revient, c'est finalement un terme central, que celui de l'identification. Mais, alors, encore une fois, quelle identification il propose ? On en était resté à cette image intellectuelle d'homme noir, etc., beauté d'âme, ce que je disais tout à l'heure, d'engagement, voilà. Mais est-ce qu'il suffit de proposer ce qu'on pourrait appeler un baume spéculaire, si on reste sur la question du stade... Alors tu peux me dire baume spéculaire. C'est ce que je dis comme ça, mais c'est-à-dire qu'il y a l'image au miroir. Finalement, qu'est-ce que c'est une identification ? Je vois Fanon dans le film, c'est un miroir pour moi, il est beau. Quand je le regarde, je suis beau, n'est-ce pas ? C'est ça, il est intellectuel, je suis intellectuel, je le dis trivialement, mais c'est de cet ordre. Quand un ado met un poster sur un mur, il est le poster, on est d'accord, il s'identifie. Donc là, mais est-ce qu'il suffit, si vous voulez, face à puisqu'on parle d'image délétère, dans le temps long, il s'est greffé sur les corps noirs qui n'avaient rien demandé, une image délétère, donc un miroir délétère. Et donc, est-ce qu'il suffit de greffer un baume spéculaire, c'est-à-dire une image maintenant qui va être jubilatoire, on a le droit, c'est pas interdit, pour finalement sortir de l'aliénation ? C'est une question. Moi, je crois pas. Je crois que ça fait du bien. Par exemple, dans les années 60, Black is Beautiful, dans le monde de la mode, ça fait beaucoup de bien, situé à un moment politiquement, mais si on en reste là, c'est pas suffisant. Mais il n'empêche que ce que fait ce film, politiquement parlant, c'est très différent, pour parler pour ma génération, de ce qu'a fait Menace to Society. Ah, pourquoi ? Menace to Society, où en fait, les frangins, en sortant du film, ils voulaient tous avoir une arme et tirer à l'envers comme hot dog.
Voilà ce que fait le film politiquement. Après, moi, j'ai aimé le film comme beaucoup, hein, c'était ma génération. Mais quand je vais voir Fanon, j'ai pas envie de prendre... ou alors, si j'ai envie de prendre les armes, c'est autrement. Donc voilà ce que fait politiquement ce film, à mon sens. Il propose d'autres types d'images, mais si on aurait juste à l'image au miroir, la blanchité, l'image au miroir, le beau, c'est le corps blanc, etc. On met un baume spéculaire, on met un corps noir beau, ça va. Mais encore un effort pour être désaliéné, ça, c'est pas suffisant. Mais on prend, mais c'est pas suffisant. Et alors, sur l'esthétique noire, pour répondre à ça, une esthétique noire. Alors je profite, moi c'est la première fois d'une part que je viens à la Sorbonne et de surcroît que je viens dans cette salle-là hyper chargée historiquement. Donc forcément avec une image presque trop écrasante parce qu'on est là par rapport au bonhomme derrière, c'est bon voilà. Bon. Et comment dire, l'esthétique noire. Quand comment on appelle ça, nos aïeux, bon, voilà, comment on dirait? Oui, nos aïeux. Nos aïeux. Ouais. Il y a un mot qui ne me vient pas, mais bref. Oui, non, nos illustres aïeux, alors peut-être, étaient dans cette pièce et dans la cour. En fait, quand même, l'expérience première, c'est que c'est parti en couille. L'expérience première, c'est que, comment dire, c'est qu'il y a eu des frictions qui disaient pas leur nom, ça s'est pas dit comme tout de suite à ciel ouvert, comme ça, mais en fait, qu'est-ce que les Américains, les Noirs américains, les Africains américains, finalement avaient en commun, esthétique noire, la question, qu'est-ce qu'ils avaient en commun avec les Africains, les Caribéens, on dirait maintenant les négropolitains, tout ce monde-là. On voit bien qu'il y a de la différence. Et en même temps, il y a de l'en commun. Donc il faudrait pouvoir faire le partage pour une esthétique. Et l'esthétique, c'est toujours, enfin, ça peut être associé à une certaine éthique. Et donc il faudrait pouvoir faire le partage entre qu'est-ce que ces acteurs culturels, historiques, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et sans doute que ce qu'il y a en commun, si je m'aventure à une réponse, ce qu'il y a en commun, c'est quelque chose d'une noirceur de l'expérience au sens le plus qui abîme, mais aussi noirceur du côté du reflet de la lumière que permet la noirceur aussi. Et donc là, il y a quelque chose. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est métaphorique, mais c'est pour dire un petit peu un savoir d'expérience. Voilà, une expérience partagée, celle de la condition noire, qui se décline différemment en fonction de l'historico-politique, en fonction des différentes situations, mais qui pour autant connaît quelque chose de transversal. Et donc c'est ça, il y a quelque chose d'en commun. Quelque chose de transversal, d'autant plus que l'acte colonial, raciste, racialiste, la première chose qu'il fait, c'est qu'il écrase les différences. Donc bien sûr qu'il y a de l'en commun, puisqu'il y a eu un écrasement, une annihilation similaire. Donc là, peut-être s'il y a une esthétique noire, c'est celle qui après, là je pourrais pas répondre. Je pense que c'est vraiment en France, c'est des balbutiements. Il faudrait voir de qui on parle finalement dans les artistes et dans les réalisateurs. On n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent en fait. Par exemple, si on prend seulement les films là qui nous sont Zion et Fanon, est-ce que vous pouvez dire est-ce qu'il y aurait ou est-ce qu'on pourrait mobiliser le terme d'esthétique noire sur le plan politique, par exemple, Moi, j'ai pas vu Zion, mais tu sais ce qu'on dit? On dit que souvent dans la question, il y a la réponse. Donc je pense que tu dois avoir... Non, mais ce serait intéressant. Peut-être que tu dises oui. en quoi l'esthétique noire, comment tu le vois? Est-ce que... Non, en fait... Il y a cette idée de dire que s'il y a le regard blanc, ça voudrait dire... Enfin, si on parle de regard blanc, ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être parler d'un regard noir ou autre. Hein, enfin, je veux dire, sur un plan, on va dire, purement artistique, etc. Et la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'il n'y a pas une manière de filmer différentes qui contreviennent au schéma un peu qu'on a toujours vu, classique et tout. L'idée, c'est pas de dire que c'est que parce que nous sommes, par exemple, noirs, on va nécessairement faire ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des images différentes à l'écran
qu'on n'a pas forcément vu ou beaucoup vu dans le cinéma français, des manières de filmer, des manières de produire qui sont différentes. Alors après, le mot, je ne sais pas quel mot on pourrait mettre, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, ou est-ce que ce ne serait pas la promesse, je veux dire ça, est-ce que ce qui est en train de se passer, ou peut-être que, j'espère, est-ce que ce n'est pas la promesse, tu as parlé du rire, peut-être qu'on sort du rire, tu vois, on sort un peu des films qu'on a longuement vus, où justement, on voyait des Noirs ou autres rigoler. Est-ce que là, Zion et Fanon n'annoncent pas autre chose pour le cinéma français, pour un autre cinéma français peut-être? Je sais pas, je vois pas le futur, mais j'espère, j'ai envie de dire. C'est plutôt ça ma réponse. Après, justement, la création, créer des choses nouvelles, c'est quand on se détache du regard de l'oppresseur, parce que finalement, c'est pas tellement le regard blanc, en fait, c'est le regard de l'oppresseur surtout. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et je trouve qu'il y a quand même eu... Enfin, justement, c'est complètement... parfois, c'est dévalorisé par, justement, on va dire, les médias mainstream, etc. Mais là, je vais sortir du cinéma, mais moi, j'ai envie de citer la musique. Les États-Unis, il n'y a aucun problème pour valoriser le rap US, toutes ces musiques, le blues, le jazz. Donc ça a été des créations. Donc il y a vraiment ce processus créatif qui est quelque chose de nouveau. Et comme c'est pas un accrochage à un passé fantasmé, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. C'est très facile de les valoriser en France, mais en fait en France, c'est juste que c'est pas sur le territoire hexagonal, mais il y a eu aussi tous ces mouvements. Enfin, il y a le zouk, il y a le chata, tout ça, c'est des nouvelles créations, et on voit à chaque fois les mêmes processus qui se mettent en place. C'est que c'est dévalorisé d'abord, c'est vu comme bestial, c'est vu comme très sexuel. Il y a tous ces mouvements-là. Je pense que c'est un petit peu la même chose qui peut se passer au cinéma. Je sais pas, j'espère en tout cas. Moi, vraiment, sur l'esthétique, j'aimerais beaucoup, mais je ne sais pas. Déjà, je ne suis pas sûr d'être compétent pour répondre. Et en plus de ça, en tout cas, pour autant que je puisse en juger, je n'ai pas repéré une esthétique particulière. Mais bon, là, je dis ça avec beaucoup de réserve parce que je ne sais pas bien. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a des thématiques. J'ai l'impression que c'est plus au niveau de la thématique, et c'est donc déjà de mettre le focus sur telle ou telle chose, c'est déjà un geste politique bien sûr, et pour réagir à la question tout à l'heure sur les petits mouchoirs, oui, il faudrait en arriver, là on va dans l'historique, c'est-à-dire des moments historiques très particuliers, la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, de libération algérienne, avec l'engagement... d'un Antillais, voilà, d'un psychiatre antillais. On prend des choses lourdes parce que voilà, sans doute qu'il faut poser des jalons, mais après on aimerait, alors je ne sais pas si les petits mouchoirs c'est quoi, mais je l'ai vu il y a très longtemps, mais c'est un peu du rire aux larmes, les déboires quotidiens, la misère quotidienne d'un groupe d'amis très solidaires qui partent en vacances ensemble. Je crois, bourgeois, c'est bourgeois, et ben. Alors, est-ce qu'il faut peut-être une bourgeoisie? Alors non, je ne vais pas dire une ouais, tu as parfaitement raison. Mais ce que je veux dire, là où j'allais venir, c'est plutôt de dire, on aimerait aussi qu'il y ait cette banalité, bourgeoise soit-elle, cette banalité-là à l'image, une banalité dans les milieux noirs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, les populations... Pourquoi je te dis ça? Les populations noires, elles ne sont pas là que pour souffrir. Tu vois ce que je veux dire? On a le droit de mettre à l'image, voilà, une vie ordinaire. Enfin, je pense que des fois, ça peut-être ça a été fait, mais tout de suite, il faut qu'on aille chercher. Et tant mieux, encore une fois, je dis, il faut poser sans doute des jalons historiques, et parce que c'est ce qui est le plus vif. C'est sans doute un préalable. Mais, bon, pourquoi pas... comment ça s'appelle? Ouais, les petits mouchoirs. Bon, oui. Je pensais pas que j'allais dire ça aujourd'hui. Hein. Avec des acteurs noirs, quelque chose de cet ordre, moi ça me choquerait pas. Même si c'est pas ma tasse de thé. Mais je tiens à dire que par contre, aux États-Unis, il y a des équivalents des petits mouchoirs constamment. Il y a une bourgeoisie noire, n'est-ce pas? Non, on a vraiment de fascisation, moi j'ai pas envie de voir des... Non, mais c'est juste...
Aline Monomoni, qui était une révolutionnaire anticoloniale qui a aussi des gars. J'ai besoin de voir des imaginaires de résistance, des imaginaires de joie, personnellement. Non, mais je suis d'accord. Pour ça, je disais. Merci, Akouvi. Pour ça, je disais déjà long d'abord, mais. Non, mais en tout cas, c'est une vraie question. Est-ce que justement, il faut arriver à ça, ou est-ce que l'esthétique noire, elle ne doit pas aussi être révolutionnaire, parce que dans une remise en question de la suprématie blanche, de l'hégémonie universaliste, etc. quoi. Alors, la lutte, mais le repos aussi. À des moments, on a besoin de repos, je t'assure. j'en profite pour demander, par rapport à Fanon, j'ai 2 questions encore avant d'ouvrir au public. La première, c'est, et ça j'aimerais bien que tu puisses nous dire, Cassandre, en tant que lectrice assidue de Fanon, donc on revient à la question que peut l'art, répondez plus ou moins à la question, mais dépassez aussi la sphère purement artistique, sur le plan politique. C'est-à-dire, est-ce que l'art en lui-même, comme outil, est suffisant ? Et sinon, pourquoi chez Fanon, c'est pas suffisant ? Et je voulais te dire ça parce que c'est une question un peu qui m'intéresse, de dire comment en fait intégrer l'art, parce que tu disais que le film Fanon ne rend pas le Fanon révolutionnaire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que serait aujourd'hui, même s'il y a toute une histoire du cinéma, mais un cinéma entre guillemets décolonial, ou en tout cas un cinéma qui, au-delà de la représentation et des images, s'accompagne d'un projet, selon toi, qui serait révolutionnaire? Alors, la première question, elle est facile. Non. Fanon pense que c'est pas suffisant, et là je parle pas pour lui. En fait, si on regarde son intervention qu'il a fait au 2e congrès je sais jamais bien le dire, des écrivains et artistes noirs, c'est ça. En fait, il a fait toute une présentation, et en fait c'est toute c'est pour les convaincre, moi je trouve en tout cas. Et il termine en disant que non, faire de l'art noir et valorisant, etc., c'est pas suffisant si derrière il n'y a pas un combat révolutionnaire réel. Donc il dit que clairement il faut faire la révolution. Donc ça c'est assez simple de répondre. Sur la deuxième question, c'était quoi déjà? Cinéma décolonial ou Oui, voilà. Ouais. Donc du coup, comment faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi j'ai envie de citer, parce que je l'adore déjà, dans Peau noire et masque blanc, à un moment il raconte... je ne sais pas si elle est réelle ou pas cette scène, mais il explique qu'il y a une maman avec son fils, je crois dans les transports en commun, et que la maman elle dit à son fils: oh regarde, il est beau ce nègre. Et du coup la personne répond: le nègre vous emmerde. Et je crois que c'est un peu ça ce qu'il décrit, c'est que ce serait de dire: je n'ai plus besoin de la reconnaissance du monde blanc, en fait, de quelle qu'elle soit. Par exemple, là, par contre, j'extrapole, mais l'idée, c'est que, par exemple, il y a eu pas mal de plaintes, très justifiées, sur le fait que le film Zion et le film Fanon n'ont pas été distribués. Ont été très peu distribués, etc. Parce que justement, avec des fausses excuses, apparemment, c'est un peu ça la polémique, que ça ne se vendrait pas, que ça ne ferait pas d'entrée, enfin bref, etc. Et en fait, Fanon, il dit, de toute façon, à partir du moment qu'on rentre dans le système colonialiste et capitaliste, de toute façon, c'est foireux. Ce serait un peu ça. Donc finalement, chercher à faire des films qui vendent, qui font des entrées, qui sont présentés, etc., en fait, on abandonne ça et on va créer autre chose. Des diffusions, je sais pas, et là, ce serait... Parce qu'il dit juste qu'il faut créer autre chose. Enfin, il faut détruire la base. La base est tellement pourrie, en fait, qu'il faut créer complètement autre chose avec des nouvelles bases. Et donc, ce serait, par exemple, je sais pas, créer un cinéma... parce qu'en plus, il insiste beaucoup sur... Il s'énerve beaucoup contre les intellectuels, qu'il faut arrêter de faire cette scission intellectuelle et peuple. Et qu'il y a vraiment... il dit même, si en gros, ce que vous dites n'est pas accessible au peuple, ça ne va pas. Ça doit pouvoir être accessible. Il faut pouvoir désaliéner le peuple. Il faut pouvoir participer, être un outil de désaliénation. Plus exactement, il faut être un outil de désaliénation pour le peuple, que le peuple peut utiliser. Et donc, ce serait, je ne sais pas, par exemple, créer un cinéma gratuit et ouvert et où serait diffusé le film, et qui serait un cinéma qui serait hors les réseaux habituels de distribution des films. Enfin, j'invente, là, mais ce serait vraiment... En gros, ce serait vraiment créer complètement autre chose, parce que à partir du moment que je reste dans le système et que je cherche quelque part, parce que vouloir des entrées, ça veut dire qu'on reste dans un système qui est capitaliste, il faut des entrées pour que le film soit vivable, pour qu'il soit vendable, etc.
Alors j'allais dire sur la question de l'art, Fanon, il est dans la lignée, je vais faire un compliment, mais il est dans la lignée de la réaction tout à l'heure d'Acouvi, en fait. Pourquoi ? Parce que pour Fanon, je vais argumenter, pour Fanon, en fait, il n'y a pas de l'art pour l'art. Donc c'est loin d'une certaine philosophie esthétique. Il n'y a pas de l'art pour l'art. L'art, comme tu le disais, en d'autres termes, l'art, il est au service de la lutte et au service de la culture nationale. Je crois que c'est le terme qu'il emploie, au service de la culture nationale. Et donc la culture nationale qui n'est pas le nationalisme, mais c'est la culture nationale. Donc lui, il a une conception de la culture, c'est une culture en mouvement comme ça, mais qui part effectivement, comme tu le rappelais, de la base, qui part du peuple. Donc une culture en mouvement, des créations culturelles en mouvement, au service de la lutte, et donc il est complètement opposé aussi, par ailleurs, alors sans doute déjà à l'art pour l'art, mais aussi aux traditions sclérosées. C'est-à-dire, il n'est pas du tout traditionnaliste. Voilà, il a une vision de la culture qui est directement politique. Et avant d'ouvrir la parole à tout le monde, enfin à celles et ceux qui pourront... là, il nous restera un peu plus de temps. Je voudrais parler aussi d'une question dont on n'a pas abordé, ça sera la dernière question. Lors du premier congrès, aujourd'hui, avec les études aujourd'hui noires qui sont faites, il y a toute une relecture du mouvement de la négritude, et notamment de toute l'histoire en fait, masculiniste des études noires, et du moins de ces événements. À savoir le congrès, majoritairement, il n'y avait que des hommes, quasiment, sauf dans la photo. Et ensuite, la critique qu'on a aussi faite à Fanon, notamment dans Peau noire, masque blanc, je crois que c'était Mayotte Capécia, qui est une écrivaine, il me semble, martiniquaise. Et Fanon a été extrêmement dur vis-à-vis d'elle. Et il y a eu plein de féministes, notamment afro-américaines, qui ont critiqué Fanon justement sur cet angle, cet aveuglement, ce point aveugle qu'il avait en fait, Fanon, selon elle, en tout cas par rapport à Mayotte Capécia, et aussi par rapport à la question de la race, enfin du genre, lorsqu'il n'était pas que question en fait contre des hommes noirs. La question et j'aimerais aussi penser, enfin je pense aussi à peut-être aussi Zion, peut-être aussi Fanon, où la question du genre se pose. Qu'est-ce que vous pensez, comme on sait que la race traverse le genre, comment en fait compte la question du genre vous la posez aujourd'hui par rapport à ces productions noires? La question elle est lourde, mais... Alors oui, peut-être qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose d'un peu de daté dans le questionnement. Et donc oui, ça c'est un reproche qu'on peut largement faire à Fanon, si ce n'est qu'il a été aussi très dur avec René Maran. Dans Peau noire, masque blanc, il s'acharne sur Mayotte Capécia et René Maran. Qui est un écrivain noir, un des premiers qui a eu le prix Goncourt avec Batouala. Ouais. C'est ça, tout à fait. Et il s'acharne d'autant plus sur eux que c'est des compatriotes. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Mais pourquoi tant d'acharnement ? Parce que là où... et c'est ça, tout à l'heure, je parlais des balbutiements méthodologiques de Fanon entre la polarisation, enfin le poids qu'il donne au social historique, donc voilà, dans le temps long, il va chercher voilà comment ça s'inscrit dans la culture, etc., et la dimension plus individuelle. Et ben, autour de là où dans son texte, il dit le socius est plus important que l'homme, il dit en gros, même s'il a recours à Freud, il peut dire finalement que là, Freud s'arrête ici, là il est question du social et de la lourdeur, du poids de cette dimension-là dans le temps long. Et ben, dès lors qu'il s'agit de Mayotte Capécia ou de René Maran, qui n'est pas une femme pour le coup, et ben, il a la dent très dure, et là qu'est-ce que c'est ? C'est uniquement, et là il sort l'artillerie de la psychopathologie, et là c'est que l'individuel. Alors ils n'ont plus le droit, eux, d'articuler l'individuel et le collectif. C'est pas qu'ils sont pris dans... C'est son aliénation de névrosé, je ne sais plus comment il dit. Donc il me semble que sans doute qu'il y avait le point aveugle de la question de genre, ça c'est certain, mais qui est redoublé en plus
par le fait que ça lui est insupportable, j'ai l'impression, parce qu'il est vraiment très véhément, ça lui est insupportable de voir des compatriotes avec des identifications douteuses que lui, qui sont du côté de la lactification. C'est ce qu'il disait, un peu elle est trop blanche, son choix d'objet amoureux, c'est un blanc. Enfin, il y a quelque chose qui est insupportable pour lui. Je ne suis pas sûr que ça tienne qu'à la question de genre, mais la question de genre se pose. J'allais répondre la même chose, surtout que je trouve même qu'il est plus dur avec René Maran parce que il y a quand même la question avec Michael Capsy, il y a quand même la question de l'aliénation qu'il évoque pas avec René Maran, qu'il voit quand même vraiment comme un névrosé. Donc je le trouve même plus dur. Je peux pas parler pour Fanon. Moi, il y a quand même de temps en temps des petites remarques de la position dévalorisée de la femme. Il y a quelques remarques comme ça, vraiment toutes petites, hein. Souvent c'est une phrase sur tout un livre, donc c'est clairement un point aveugle de sa pensée. Donc, mais en tout cas, ces phrases me font dire qu'il n'y en est pas forcément complètement aveugle à ça, mais en tout cas, il y a un refus d'aller sur ce terrain-là. En tout cas, Et il y a même à certains endroits, il y a des accents clairement virilistes. Hein. Il n'y a pas de. Mais après, bon. Et alors, c'est ce que vous voyez là, ce que vous voyez ou ce que vous avez lu dans le livre, est-ce que vous le lisez aussi par rapport aux productions cinématographiques, enfin celles dont on parle, Fanon, Zaïon, est-ce qu'il y a la question du genre, en fait, comment le genre est mobilisé, Zaïon aux Antilles, par rapport à toute l'histoire aussi, Fanon aussi. Ouais. Du coup, c'est le moment de parler un peu, de faire polémique, parce que le réalisateur et l'acteur principal de Zaïon, ils ont été justement épinglés pour des positions très sexistes, donc qu'on ne valide pas, parce qu'il y a eu un peu une polémique à propos de ça. Et moi, en tout cas, le film, je l'ai trouvé intéressant, parce que, encore une fois, je trouve qu'il y a un refus d'aller sur la question, parce que c'est quand même, à part quelques femmes, on voit que des hommes presque dans tout le film. Moi, je trouve qu'en revanche, je l'ai trouvé intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'étais déçue d'apprendre ces polémiques à propos du réalisateur et de l'acteur, parce que ils sont dans le film. Je trouve qu'ils montrent une autre masculinité finalement. Parce qu'il y a quand même, soyons dans les clichés, le cliché de l'homme entier, c'est qu'il fait plein d'enfants avec plusieurs femmes et qui s'en fiche un peu de ses enfants. Ah, mais j'ai peur de spoiler si je dis plus. Ah oui, oui. Bon, je vais pas en dire plus. Mais en gros, on casse ce cliché quand même. Je spoil pas. Voilà. Mais du coup, je trouve que ils sont. Enfin, le film Zaïon, je le trouve intéressant parce qu'il finalement, il commence par. On pourrait se dire, bah, c'est le jeune homme antillais, parce qu'il est jeune, un peu cliché qu'on pourrait avoir. Mais pourtant, je trouve que sur la fin, il y a un renversement de cette vision de l'homme, en fait, noir en tout cas, et du coup antillais. Ça, c'est la première chose. Et pour le film Fanon, bah, comme c'est un refus, comme il y a un refus de Fanon d'aller sur ce terrain-là, je ne vois pas trop comment Barney aurait pu lui... Enfin, j'ai l'impression qu'il a quand même voulu plutôt coller au combat de Fanon, donc même si moins révolutionnaire, je réinsiste. Mais après, pareil, il faudrait demander à Jean-Claude Barney, mais je pense qu'il va juste pas du tout sur ce terrain-là, quoi. Mais la race et le genre, ben, bien sûr, il y a de l'intersectionnalité. Enfin, c'est une évidence. Mais... Dans ce que tu dis, cette intersectionnalité, on la voit du coup, en tout cas dans Zaïon, justement dans le fait, comme tu dis, que justement le genre est interrogé et déconstruit par rapport à une certaine lecture qu'on a en général des hommes entiers. Peut-être vous pouvez pitcher Zaïon. Moi, j'ai pas vu Zaïon, mais je sais pas si... Ah oui. J'ai vu Zaïon hier. J'avais vu Zaïon hier. Comment je suis pas journaliste. Pitcher Zaïon. C'est l'histoire d'un homme entier qui vit à Pointe-à-Pitre, qui s'appelle Chris, et ça je mens pas, il s'appelle Chris, qui vers la rue, enfin tout ce qui est boulevard Légitimus, alors parce que moi je viens de Pointe-à-Pitre, donc vers boulevard Légitimus, etc., dans des quartiers, notamment qui habitent à Mortanol, et qui s'engage malgré lui dans un conflit qui mêle je crois, un dealer de drogue, etc. Et il s'avère que
un beau matin, on dépose sous sa porte, au bas de sa porte, un bébé. Et on lui, avec, c'est quand même important, une Signé pancarte Télérama. qui écrit en créole, mais du coup, ton enfant, ton gamin. Je crois qu'il l'avait traduit comme ça. Ton gamin. Donc voilà. Et ça part de ça. Alors sur Fanon, je peux revenir sur Fanon. Non, en fait, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est justement qu'il est tout le temps sous le regard de sa femme. Et en fait, c'est-à-dire, il est sous le regard de sa femme, qui fait aussi dactylo. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toujours cette... Alors, ça situe la femme à une certaine place, mais elle est là, discrète, comme une ombre, toujours autour de lui. Elle reste silencieuse. Elle l'encourage au moment où c'est un peu compliqué, où il est dans le creux. Et donc, c'est en tout cas... Et je pense effectivement qu'il est resté proche de ce que les biographes en ont dit. J'imagine, je ne sais pas. En vrai, c'est pas elle qui a dactylographié les damnés de la Terre. Non, ça, c'est pas les damnés, mais... Mais dans le film, c'est ça. Ah, c'est les damnés, ouais. Et ça, c'est pas vrai. C'est sa secrétaire. Donc du coup, dans le film, dans les erreurs historiques, c'est pas la femme de Fanon qui a dactylographié les damnés de la Terre. Et l'autre chose, c'est que ça a été beaucoup critiqué par des mouvements féministes parce qu'en fait, il invisibilise complètement les combats de Josie Fanon, qui s'est énormément battue, et notamment beaucoup aussi pour la Palestine, parce qu'après le décès de son mari, elle s'est vraiment investie énormément pour la Palestine. Et du coup, et justement, ça a été beaucoup dit qu'elle avait une position un petit peu effacée de femme qui écrit les récits de son mari, etc. Après, c'est une femme blanche. Et je pense qu'il y a aussi plein d'enjeux là-dedans. Et pareil, il faudrait poser la question à Jean-Claude Barny, mais... peut-être que si avait été plus mis en avant tout le travail anticolonial, de militantisme, parce qu'elle était militante de Josie, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un risque d'effacer le travail de Fanon ? Je ne sais pas, hein, mais voilà, peut-être que c'est aussi un choix d'avoir réfléchi ou non, d'avoir un peu invisibilisé le travail militant de Josie Fanon. Je ne sais pas, mais ça, je ne peux pas répondre. Et avant d'ouvrir aux questions, quand on parlait de la limite pour Fanon de l'art, toi tu avais répondu, Cassandre, je ne sais pas si tu avais répondu, Tristan. La limite que peut l'art pour Fanon? L'art peut, mais il ne peut pas tout. Il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Qu'est-ce que... Non, moi, pas plus à ajouter, c'était l'art au service de la cause, quoi. C'est pas de l'art pour l'art, c'était ça ma réponse, mais okay. Pas plus. Donc du coup, là, on a 20 minutes, je crois, pour... Ce avec quoi je ne suis pas exactement d'accord. Hein. On a 20 minutes pour des questions à poser à Tristan ou à Cassandre par rapport à ça. Donc dans la salle, il y aura le micro qui va passer. Alors déjà, bonsoir, merci pour votre intervention. Moi, il y a deux questions que je me pose. Déjà, sur le film Fanon, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal à ne pas en être extrêmement critique. Après, je pense qu'il y a l'affect qui joue, parce que la révolution algérienne, en l'occurrence, c'est une histoire qui est familiale pour moi. Mais personnellement, je serais presque de l'avis qu'il faudrait peut-être même l'écarter. Aussi parce que c'est un film qui édulcore, qui romantise même presque le combat de Fanon, qui a énormément d'erreurs historiques, même de choses assez bizarres, où on voit Fanon qui dit à son assistant pourquoi t'es pas resté en Israël, alors qu'on sait que c'est un combattant anticolonial, une pointure de l'anticolonialisme comme lui, qui d'un seul coup se demande pourquoi quelqu'un n'est pas resté dans l'armée israélienne. C'est assez particulier. Aussi dans le rôle de Josie Fanon et de l'infirmière Alice, qui sont presque complètement effacés. Enfin, c'est beaucoup de... Moi, j'avais l'impression de presque voir une fiction qui racontait une histoire qui n'avait rien à voir avec la réalité des choses, tant dans la profondeur et l'engagement de Fanon que dans l'histoire du FLN et son combat, qui était aussi très caricaturé, où on racontait que le FLN, c'était un ensemble d'hommes
qui veut prendre la place de l'homme dominant, qui veut avoir sa femme, enfin je peux y reconnaître une certaine réalité dans un certain contexte, mais c'est difficile à avaler quand même, surtout j'ai l'impression qu'on devrait quand même avoir une certaine rigueur, surtout dans des choses qui sont nouvelles, qu'on veut apporter. Si c'est ça le premier pas, la première chose qu'on offre comme vue du travail de Fanon que beaucoup découvrent avec ce genre de film, j'ai du mal à ne pas en être très critique. Et la deuxième chose qui, moi, me questionne, qui n'a rien à voir, du coup, quand vous parliez de l'esthétique noire, vous avez beaucoup mentionné les États-Unis, et j'ai l'impression que c'est un peu une erreur qu'on fait en France, de beaucoup se servir des théories esthétiques américaines, alors que la réalité est tout autre. Après, je parle aussi en tant qu'Algérienne, donc il y a d'autres choses qui interviennent forcément. Mais par exemple, il y avait quelque chose qui, moi, m'a toujours assez questionnée quand on dit qu'un des premiers pas, c'est la volonté de s'assimiler. Alors qu'en France, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, que l'identité des personnes racisées, entre guillemets, se construit presque en opposition, en fait, avec l'identité française, l'identité blanche, notamment dans les banlieues. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que je l'ai observé autour de moi. Il y a aussi le fait que les populations noires aux États-Unis sont essentiellement des populations qui sont là depuis plus de 300 ans, qui ont un lien presque, en tout cas il me semble, assez effacé avec le pays d'origine, parce qu'il est très lointain, alors qu'en France on a affaire à des populations qui sont au plus troisième génération immigrée, qui ont un lien qui est très vif, qui est juste complètement vivant avec leur pays d'origine, avec leur culture, avec leur langue, qui l'assument complètement, et qui n'est pas du tout effacé en fait jusqu'à aujourd'hui, peu importe, parce qu'on parle d'une histoire qui est jeune de 1 siècle, voire 2, en généralement. Et ouais, c'est ces deux choses-là qui me questionnent. Voilà. Merci. Ouais, le micro. Ah oui, ouais. Tiens. Pour Fanon, je suis totalement d'accord sur les critiques qui ont été faites. Et moi, j'ai été très, très critique au départ du film, un peu à vouloir même le dire non, mais ça va pas. Enfin, il y a tellement de. Mais je crois qu'il y a aussi le principe de réalité. Déjà, on ne peut pas tout mettre dans un film. Et en fait, après, moi, je me suis dit, alors peut-être que c'est pour me faire la paix avec moi-même, mais je me suis dit qu'en fait, ce film, il ne s'adressait pas à moi. En fait, parce que moi je connais Fanon, en fait j'ai pas besoin d'un film pour connaître la vraie pensée de Fanon, et de toute façon tout film sera décevant de la pensée de Fanon, je pense, selon moi. En revanche, il prendra un angle, parce qu'il faut toujours prendre un angle. Fanon, il n'a pas écrit qu'un livre, il en a écrit plusieurs. C'est une pensée complexe, c'est un homme qui s'est développé. Voilà, ses écrits ont évolué, parce que son Peau noire et masque blanc, c'est pas la même chose aussi que Les damnés de la terre, c'est pas le même ton, il y a une urgence dans Les damnés de la terre qu'il n'y a pas dans Peau noire et masque blanc. Voilà, il y a plein de choses. Donc moi, j'étais aussi très critique. Jusqu'à ce que je vois justement ce que je disais, ces jeunes adolescents qui se sont identifiés à Fanon et qui se sont dit ouais, il y a quand même un noir intelligent à la télé, à la télé, au cinéma du coup, et en fait j'ai aussi vu que ça a donné envie certains de le lire. Et je me dis bon, de toute façon il est sorti le film, autant se servir de ce qu'il y a. Et l'autre chose, c'est que il y a beaucoup de réactions sur Instagram. Je vois de personnes qui dénoncent toutes les erreurs historiques, moi je trouve qu'il est très juste ce mot, cette édulcoration du propos de Fanon, mais justement en fait ça donne de la visibilité pour toutes ces critiques aussi, et en fait ces critiques elles n'auraient pas pu être dites s'il n'y avait pas eu le film. Donc je me dis ok, c'est clair qu'il y a plein de défauts, qu'on pourrait faire largement mieux, mais on utilise ce qu'on a en fait, et là on a ça aujourd'hui, donc ça peut, et là aussi ce que vous avez dit c'est important, et merci de l'avoir dit. Donc voilà, ça c'était la première chose. La question de l'esthétique noire, justement c'est ce qu'on disait, en fait la réalité entre être un immigré de deuxième ou troisième génération, même si j'aime pas ce terme, parce que pourquoi on est immigré si on est deuxième ou troisième génération, on est né en France, mais bon, bref. Même rien qu'en France, la réalité d'avoir grandi aux Antilles, d'être arrivé en Hexagone plus tard, ou d'avoir fait toute sa vie aux Antilles, ou d'être né en Hexagone, encore une fois, être arrivé en tant qu'immigré ou être fils d'immigré, bref. En fait, les réalités sont très diverses. Bien évidemment que l'histoire
états-unienne est très différente. Les États-Unis, en plus, il y a eu toute cette période ségrégationniste qui a permis aux gens, ça a beaucoup permis de répondre, en fait, de Black is Beautiful, etc. Ce qui a été beaucoup plus insidieux en France, parce qu'en France, c'est bon, on voit plus la couleur, soi-disant, on est un pays où tout le monde est traité de la même façon, etc. Et du coup, la construction, c'est pas du tout faite de la même façon. Et donc, oui, non, l'esthétique noire, ça peut être un moyen en réaction, premièrement, mais on doit le dépasser derrière, justement en se rendant compte de la pluralité de nos histoires en tant que personnes noires ou racisées, etc. Voilà. Et pour les jeunes, cette idée qu'ils se construisent en opposition, je suis complètement d'accord, mais je pense que, en fait, il dit bien que c'est la première phase, c'est je cherche l'assimilation. Et je comprends que ça m'est refusé. En fait, je pourrais jamais être blanc, quoi que je fasse. Je pourrais, je sais pas, on va faire des clichés. Je pourrais avoir des super notes à l'école, être premier de classe, faire de la danse classique, jouer du violon. Et je serai jamais assez blanc de toute façon si je suis noir ou arabe. Et en gros, il y a quand même cette volonté d'assimilation. Et c'est parce qu'on comprend, ça peut durer très peu de temps, mais c'est parce qu'on comprend que ça m'est refusé, qu'il y a cette réaction en opposition et que vous décrivez, que je trouve qu'effectivement, qui est très présente chez les jeunes, je me crée en opposition. Mais moi, dans mes consultations, c'est quelque chose qui revient souvent. Ils ont essayé, mais parfois tout petit, en fait, en primaire. Et puis en fait, ils ont vite compris, ben non, en fait, je serai jamais assez bien, je serai jamais assez blanc, je serai jamais assez français. Et ben en fait, ok, maintenant je vais sortir mon drapeau algérien, je vais me revendiquer algérien, je vais sortir, je vais crier sur tous les toits, et rejeter tout ce qui est associé au blanc, au français. Enfin voilà, il y a plein d'exemples, mais voilà. Mais je suis d'accord. Mais il y a quand même cette assimilation, mais je dirais que juste que ça va plus vite. Et surtout dans des contextes où il y a des environnements extrêmement racisés, je pense par exemple aux banlieues, etc. Je vois le souhait d'assimilation, il dure par exemple beaucoup plus longtemps quand on vit dans un milieu majoritairement blanc, en fait. Il y a aussi ça. Voilà. Si tu veux rajouter un truc. Je partage tout à fait ce que vous avez dit l'une et l'autre sur la dimension un peu romancée, romantique, tragique de ce film. Ça c'est certain qu'il y a une édulcoration. Après, moi j'ai une position de principe dans une prise de parole publique. Je salue que déjà il y a trop peu d'initiatives pour pas les saluer. Après, en off, on peut se dire plus de choses donc bon, voilà. Mais oui, bien sûr qu'il est perfectible. Il y a plein de choses à critiquer. Mais il est là, et comme tu le disais très justement, je trouve, ça permet de parler, donc c'est quand même, moi je trouve que ça reste à mon sens, en tout cas, ça reste une bonne chose. Je vais un peu redoubler ce que tu viens de dire, mais sur l'assimilationnisme, je pense que les effets de l'assimilationnisme sont très différents en fonction des générations et des classes. Et on pourrait ajouter du genre aussi. Et je dis des classes parce qu'il y a un assimilationnisme duquel Fanon n'est pas dupe, c'est l'assimilationnisme, avec sa dose d'aliénation bien sûr, des intellectuels. Et il y a toute une génération d'intellectuels, éventuellement militants, mais qui ont été vraiment, qu'on collé au niveau identificatoire à la promesse républicaine. Et bien sûr que pour votre génération, mais déjà pour la mienne, ça s'est posé en termes complètement différents. C'était... déjà, il faudrait voir, bon là je m'hasarde un petit peu, je n'ai pas de statistiques, mais il faudrait voir déjà rien que par rapport à dire « je suis français ». Rien que ça, j'ai l'impression que ça a changé. Parce qu'il y a eu des fois, pendant longtemps, « ah non, je suis africain, je suis de tel ou tel pays ». Et après, il y a eu, je ne sais pas si on peut généraliser, mais il y a eu je t'emmerde, j'ai ma carte d'identité française ». Déjà là, c'était un renversement. Ce qui ne veut pas dire qu'on colle à la promesse républicaine assimilationniste. Mais donc bon, il faudrait voir dans le détail comment ces choses-là évoluent en fonction des générations. Après, sur la question des États-Unis, oui, encore une fois, la condition noire et l'oppression, puisque moi je parlais vraiment de la question noire, qui était finalement l'arrière-pays, on pourrait dire le hors-champ du film. C'est-à-dire qu'il est sur la question algérienne, mais il y a comme un hors-champ qui reste là, qui est la question noire. Et
Moi, j'étais un peu déçu qu'il n'ait pas plus tiré ce fil-là. D'ailleurs, bon, chacun essaye de... Ouais, forcément, c'est chacun par rapport à son histoire. Mais sur la question états-unienne, je pense que... Oui, l'oppression négrophobe, pour le dire comme ça, écrase les différences. Donc, c'est un point de départ qui justifie ce qu'on pourrait appeler l'international noir. Donc, il y a des combats à partager. Et donc, à ce titre-là, et même au niveau culturel, les identifications, et c'est pas une faute, les identifications, elles s'arrêtent pas au seuil des frontières nationales, elles traversent largement les océans, et on trouve des ressources là où on les trouve. Après, il ne faut pas se prendre pour un autre. On dit, on est toujours un autre, moi est toujours un autre, mais au sens plus trivial, il ne faut pas se prendre pour un autre, au sens où on prend des ressources comme ça, identificatoires et autres, et on en fait un syncrétisme, on en fait une hybridation. Si vous regardez le rap français, il doit quand même beaucoup au rap américain. Pour autant, là on pourrait dire qu'il y a une esthétique du rap français. C'était pas seulement, il y a une esthétique propre voilà, du rap français. Après, il faudrait laisser parler les spécialistes, mais pourtant, à la base, on ne peut plus américain. Je suis désolée, on m'a demandé la parole, je passe le micro. Aussi la salle, voilà, il faut peut-être poser la question et répondre un peu plus rapidement si vous voulez au moins 2 autres questions. Et après, je pense normalement la salle, ça doit être laissé à 20h. Donc, on peut continuer la discussion après, dehors et autour d'un verre peut-être, mais pour l'instant, voilà. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette intervention. Je ne connaissais pas beaucoup l'œuvre de Fanon, donc merci beaucoup d'avoir un peu pu développer tout ça. Moi, je voulais parler du moment, en début de la conférence, quand vous avez parlé du moment d'assimilation où il faut être le meilleur, où il faut associer. Donc, bien sûr, ça va être la question de l'université, des études. Bon, déjà, la question de classe sociale, elle se pose déjà à ce moment-là. Mais il y a, je trouve, quelque chose que, en tout cas, moi, pour ma part, a beaucoup joué. C'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure, voilà, c'est que tu auras beau être le meilleur, faire tout ce que tu veux, tu es rejeté par ce monde blanc. Mais moi, il y a eu aussi que... en fait, c'est vrai que faire cette transition, vouloir être meilleur aussi, c'est dévaloriser... hiérarchiser comme ça le savoir et l'intelligence, c'était dévaloriser ma mère, ma sœur, mon père, et du coup, en fait, j'engage pas que moi. Je pars pas qu'une partie de moi. Je vais perdre. Ça me fait des frissons parce que effectivement, c'est quelque chose qui m'est arrivé, et du coup, j'ai dû réapprendre à réaimer ma propre famille, ce qui est très difficile en fait finalement. Et donc, il a fallu aussi casser cette idée aussi que l'intelligence, c'est l'université. Donc, quand vous parliez tout à l'heure de Fanon et de l'homme intelligent. Moi, il a fallu que je trouve l'intelligence, je sais pas, dans la culture de la terre de mon père, par exemple, dans la spiritualité malgache. Et donc, la question que je vais vous poser, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est des processus psychologiques que vous avez déjà vus, enfin, chez vos patients, sans casser l'alliance thérapeutique que vous avez et le fait que vous pouvez pas dire les choses, mais est-ce que voilà, c'est des choses qui sont arrivées dans vos patients? Je vais répondre très rapidement. Oui, tout le temps. En fait, dès qu'on a des personnes racisées, il y a ces questions-là. Alors, je tiens à dire, je dis que Fanon est un homme intelligent parce que j'ai lu ses livres et pas parce qu'il a un diplôme, hein, parce que c'est vraiment intelligent ce qu'il dit. Et du coup, oui, non, bien sûr, et en fait, quand on rejette, vous dites ma mère, ma famille, en fait, c'est pas sa famille qu'on rejette, c'est même soi. Hein. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et c'est ça où elle est l'aliénation. C'est parce qu'en fait, on est en rejet constant de soi-même. On déteste ce qu'on représente. Et ça se voit avec... le plus bel exemple, c'est le colorisme aussi. Par exemple, de ne pas vouloir... vous avez des personnes qui vont vous dire moi, je ne veux pas être avec quelqu'un de foncé, je ne veux pas être avec quelqu'un de... Et tout ça, en fait, c'est... Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pas... On rejette pas sa famille, on rejette pas l'autre. On rejette soi, en fait. Soi-même, ce qu'on représente aux yeux de la société. Parce qu'on sait qu'aux yeux de la société, on est aussi rattaché à ces personnes-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est tout le temps présent. Ouais. Mais ce que je veux juste te dire après, c'est bon, c'était le fait que c'est pas le rejet de ce monde blanc qui m'a ramené à ma famille, c'est de l'amour. Genre c'est très cucu de dire ça, mais c'est vraiment... mais c'est pour ça que dans l'assimilation, c'est extrêmement dur psychologiquement à vivre, parce qu'on est dans le rejet de soi, rejet des gens qu'on aime, alors qu'on les aime. Mais effectivement,
Et là, moi, ce que j'entends, et c'est ça qui est important, c'est que vous êtes sortis de ça. Et il y a un moment, et justement aussi, pour sortir de ça, on en revient, il y a un moment où on va coller avec cette culture de manière un peu excessive, en revendiquant quelque chose de l'ordre de ses origines, etc., pour un jour, finalement, même réussir à se détacher complètement et être qui on veut être, en fait. Voilà. Ce qui est délicat, c'est que la haine de soi, c'est pas juste conscient. C'est très insidieux. Alors, moi j'ai eu une jeune patiente de 9 ans, 8-9 ans, en banlieue, qui est d'origine d'ascendance haïtienne. Et elle me dit, elle était très troublée, elle arrive en séance, elle était très troublée parce qu'en fait, sa maîtresse remplaçante était noire. Et elle me dit, comme ça, avec insistance, je veux faire un dessin à ma maîtresse qui est absente. Et elle était... Après, un peu plus tard, elle me dira, tu sais, si tu vas en vacances, ne bronze pas. Si tu bronzes, tu vas être moche. Si tu bronzes, tu vas être moche. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comme du fait de ses fragilités psychiques, ça, c'était tout de suite à ciel ouvert. Ce qui va être tu dans la société, les pathologies psychiques rendent plus saillantes certaines choses, mais qui habitent tout le monde. Et c'est là qu'on peut entendre quelque chose d'inconscient. Elle me dit surtout, ne bronze pas, sinon tu vas ressembler à mon tonton. Elle décrivait quelque chose d'une clochardisation qui est dans la rue et qui est foncée, donc c'était vraiment une figure comme ça. Et elle me dira finalement, en tirant le fil, elle me dira non, ce qui est noir c'est moche, littéralement, ce qui est noir, mais littéralement, c'est pas l'expérience qu'un sociologue a fait c'est ce que les gens racontent. Le noir c'est et quand vous entendez ça dans la bouche d'une gamine qui a pas du tout accès à, je sais pas, une réflexion militante, ou c'est pas ça, c'est immédiat, elle est habitée par ça et elle est ventriloquée par ça. Et c'est très et donc là, ça s'entend parce que c'est à ciel ouvert, mais chez d'autres et des fois même dans des positions qu'on dirait pas réactionnaires, mais réactionnelles, c'est-à-dire des positions qui sont liées à la culture, à l'état de la culture. Et ben comment dire, ces choses-là vont rester comme ça, des positions qui seraient du côté d'une affirmation, comme tu le disais, une affirmation de soi. Eh ben, ce qui est compliqué, c'est que inconsciemment, pas parce que je l'affirme, mais parce que finalement, à tirer les fils, il y a quelque chose qui se donne à entendre. Inconsciemment, ça n'empêche pas qu'il y ait de la haine de soi. Donc c'est délicat. C'est pour ça que le baume spéculaire, l'image, c'est bien. Mais en fait, quand vous entendez à longueur de journée les gens parler, en fait, ça suffit pas. Parce que c'est pour ça que je disais baume, parce que ça a un effet soulageant sur le début, entre copains, entre copines, etc. L'image, ces identifications de masse, de groupe. Mais en fait, finalement, dans l'intimité, il faut savoir par où cette histoire passe pour vous. C'est-à-dire, même quand on est dans des discours militants, voilà, légitime et qu'il faut avoir, c'est pas la question. Et ben, en fait, il est question après de savoir, et ça, vous verrez que dans les familles, il faudrait voir dans votre famille, dans la mienne, comment on parle de cette histoire-là. Souvent, on monte en généralité. Les blancs, les noirs, c'est pas que ce soit faux, les blancs, les noirs, ceci, cela, mais non, ce qu'il faut savoir, si on veut se désaliéner, c'est par où cette histoire est passée. Quel mot est venu heurter mon corps, le corps de mon grand-père, de ma mère, et vraiment avoir cette histoire au cas par cas. Bon, c'est... Merci beaucoup. J'avais des livres à conseiller par rapport... Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais des livres à conseiller par rapport à toutes les questions. Il y a le livre de Malika Mansouri, Révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone. C'est une psychologue d'origine algérienne qui a fait justement un travail sur les jeunes ayant participé aux émeutes de 2005 en se restant sur les personnes descendants d'Algériens, pour répondre à la question. Il y a le livre La vie en noir de Guylaine Kilwani, qui est une psychologue noire d'origine franco-congolaise qui s'est exilée à Londres parce qu'elle en avait marre de la France. Et elle a écrit un livre où elle parle de ce qu'on dit là de l'assimilationnisme, des différentes phases. Il y a aussi le livre de Tammy Ayouch qui vient de sortir qui s'appelle Révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone. La race sur le divan. Non, pardon, je me suis trompée. La race sur le divan. Et c'est une maison d'édition très intéressante parce que pour une fois, on a des psychologues noirs et des Suds qui théorisent sur les questions de race et de psychologie. Et c'est la maison d'édition Ana Kaona, où il y a le livre La race sur le divan, et un livre d'une psychologue portugaise d'origine brésilienne qui a écrit un livre sur le trauma racial qui s'appelle Mémoire de la plantation.
ou épisode de racisme ordinaire, comment elle raconte comment à chaque acte raciste qu'on vit, ça réactive déjà un traumatisme transgénérationnel et quelque chose qui nous renvoie, elle en tant que descendante de personnes brésiliennes, qui nous renvoie à l'esclavage. Et j'avais une question, mais j'essaie de faire très vite, par rapport à ce que tu as dit sur la question d'une possibilité du cinéma décolonial. Ça me fait penser à Olivier Marbeuf, que je vous conseille, qui est un réalisateur, producteur de films, qui fait du cinéma, qui a fait des tentatives de cinéma décolonial. Et il disait ce que tu disais en fait, et qui fait écho à pourquoi ce film. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de place. Déjà, il faudrait aller hors des circuits classiques parce que vraiment, le cinéma français, c'est un des bras armés de la suprématie blanche française. Il est là pour vendre une certaine culture française, qui est une culture hégémonique, blanche, etc. Et en fait, moi j'étais bénévole à Cinéwax, qui est un des associations qui promeut le film en ce moment. Et j'étais bénévole à Cinéwax il y a 10 ans parce qu'en fait, il faut promouvoir les cinémas africains parce qu'ils n'ont pas de place, ils ne sont pas diffusés. Les diffuseurs français disent non, mais en fait, ça n'intéresse pas les Noirs. Et même Amandine Gay qui a essayé de faire un film sur une meuf lesbienne qui faisait de l'onologie, ça passe pas pour les producteurs. Ça n'existe pas pour eux, une femme noire qui adore le vin et qui est spécialiste du vin. Donc du coup, il y a vraiment ce truc-là où c'est vrai que les modes de diffusion classiques du cinéma, il y a une ségrégation, on peut dire ségrégation, et les films faits par des personnes afrodescendantes, notamment si je reste dans ma position située de personne noire, ils passent pas. Et Cinéwax, son travail depuis 10 ans, c'est promouvoir, visibiliser les films faits par des personnes africaines ou afrodescendantes, parce que sinon ils sont noyés. Par exemple, il y avait un film génial, Kenan, qui est sorti, que j'ai fait en ciné-débat, j'ai participé à ce ciné-débat, un film kényan, je sais plus comment il s'appelle, Shimoni, qui parle de justice, de l'impossibilité de justice, de la justice communautaire, etc. Il est sorti quelques jours en soirée, sinon c'était Espace Saint-Michel, 16h45. Qui d'autre que les personnes bourgeoises blanches qui habitent à Saint-Michel vont pouvoir voir ce film? Et ce film, il va disparaître des écrans une semaine plus tard. Et du coup, les personnes kenyanes il y a des personnes kenyanes qui se sont organisées pour voir ce film, mais en fait, moi, j'aurais jamais entendu parler de ce film si on m'avait pas proposé de faire un ciné-débat. Et du coup, voilà. Et donc, c'est vraiment ces questions-là, comme tu as dit. En fait, il peut pas. Ok, le côté intégrationniste de oui, super, Fanon, il va pouvoir peut-être ouvrir l'espace pour qu'on ait d'autres imaginaires, parce qu'on a besoin d'imaginaires, etc. Mais peut-être qu'il faut penser à un autre mode de production. Et j'insiste j'arrête après, le cinéma on a besoin de cinéma qui ouvre nos imaginaires, un cinéma politique. Moi, je suis d'accord avec Fanon, parce que là, on est dans une montée du fascisme. Mais politiquement, qu'est-ce que ça fait le fascisme? Ça réduit les imaginaires, ça nous réduit notre possibilité de penser un monde après, dans une société qui collapse avec le réchauffement climatique, ce qui se passe en Palestine. Donc, en fait, oui, on a besoin de cinéma révolutionnaire. Moi, j'ai besoin de voir Aline, la militante révolutionnaire anticoloniale sénégalaise, qui était, comme ils disent, la Jeanne d'Arc française, du coup, enfin la Jeanne d'Arc sénégalaise, parce qu'on ne peut pas détacher de figure blanche. Mais voilà, j'ai besoin de voir des images de lutte de personnes noires qui ont lutté et pour un monde meilleur et post-racial dans lequel on n'est pas du tout, en fait. Voilà. Au niveau bibliographique, Karima Lazali sur la question le trauma colonial sur la question algérienne. Bonsoir. Bravo déjà pour votre exposé et votre intervention. Il y a une réflexion et 2 questions. En vous écoutant, j'ai pensé à Auguste Boal, qui doit se retourner dans la tombe, parce que quand j'entends les races supérieures, inférieures, blancs, noirs, on oublie les Chinois, les Iraniens, les valides, les invalides. Moi, ça me choque. Ça me choque parce que des opprimés et des oppresseurs, tantôt ils changent de position. Est-ce que la négritude, est-ce que ça veut dire que si je deviens blanc, je deviens aussi con que le blanc? Tu vois, là c'est la première question. Et la deuxième, quand tu dis l'art pour l'art, est-il accessible à tout le monde? En France, on dit que 80% des gens ne vont pas au théâtre, mais ils ne se demandent pas pourquoi. Ils ne se demandent pas est-ce que l'art est accessible. Moi, je viens d'Iran, les gens ils disent on n'a pas le temps d'aller au théâtre, on doit travailler. Et si moi je dis mon travail, c'est le théâtre, pour eux, c'est pas vraisemblable. Et donc, en quoi est-ce qu'il faut rendre l'art accessible à tous? Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec le terme... j'ai oublié, c'est l'émotion. Le rejet de soi, non, vous avez parlé de quoi? Je ne me rappelle plus, vous avez dit, en quoi je ne suis pas d'accord? Vous avez dit à un moment donné... J'ai dit que je n'étais pas d'accord, il faut savoir avec quoi. En tout cas, vous avez dit l'art au service et vous avez dit je ne suis pas d'accord.
Mais l'art pour l'art, je suis pas d'accord. L'art pour l'art. Est-ce que vous êtes là pour donner votre avis ou est-ce que vous représentez quelqu'un d'autre? Pardon? Est-ce que vous êtes là pour donner votre avis, mais aussi vous êtes là pour représenter une idéologie? Ah, d'accord. Pour la première partie, il n'y a pas de. Enfin, on est obligé de parler de race parce qu'en fait, il y a justement une invisibilisation de toutes ces problématiques et on reprend les termes pour pouvoir les dénoncer, tout simplement. Je dirais juste ça. Voilà. Et puis pour le reste, je te laisse répondre. L'idée, et c'est vrai ce que vous dites, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que c'est très délicat, parce que dès qu'on parle, c'est comme le sexuel, dès qu'on parle du sexuel, on l'actualise. Dès qu'on parle de la race, c'est toujours le risque qu'on lui donne une consistance. Et donc qu'on fasse l'inverse de ce qu'on veut faire. Parce que le but, quand même, si on en parle, c'est pour la critiquer et la déconstruire. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Et donc on pourrait parler d'imaginaire racial. Il y a un imaginaire racial qui a une histoire. C'est pas en mettant la poussière sous le tapis que ça va disparaître. Donc on en parle, mais il faut en parler avec beaucoup de précautions. Vous avez parfaitement raison. J'ai dit que j'étais pas d'accord, certainement pas sur l'idée de s'engager. Vous savez, de parler de ces sujets-là, c'est toujours très délicat. Déjà parce que ça actualise des choses personnelles très vives. Et donc là, on en parle un peu tranquillement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, il ne s'agit pas... si vous avez cru entendre que mon « je ne suis pas d'accord » c'était un défaut d'engagement, ça vous appartient, hein, mais ce n'est pas de cet ordre. Ah. Non, ce que je veux dire, mais peut-être que c'est maladroit, ce que je veux dire, c'est que Fanon, mais je ne lui fais pas un procès a posteriori, c'est que lui, il est dans cette urgence qui est liée à une situation politique. Pas que ce soit pas grave maintenant, parce qu'il y a les choses, comme on s'était rappelé, la montée des fascismes, la réduction des imaginaires, je souscris à tout ce qui a été dit, et en fait, on est dans une urgence. Mais ce que je vous disais, mais c'était plus un trait d'humour, c'est de dire que des fois, il faut aussi une respiration. Donc un film léger, un peu teubé, des fois, c'est pas grave. C'est ça que je voulais dire. Mais c'était une blague plus. C'est pas... Et juste, je voulais dire qu'en pensant qu'il faudrait se poser la question de pourquoi les gens ne vont pas au théâtre et donner accès au théâtre, ben oui, c'est ce qu'on a dénoncé. Et Fanon, on dit qu'il faut justement aller parler, je reprends ces termes, au peuple. Et qu'en fait, si, quand on parle, on ne s'adresse pas au peuple, c'est que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça n'accède pas jusqu'au peuple et si on ne parle pas au peuple, c'est qu'on a raté quelque chose. Voilà. Donc ça va être les derniers mots avant la fin, mais en tout cas j'espère que ces films ou les productions artistiques qui vont être produites et qui sont déjà produites parlent au peuple, et d'ailleurs ça crée des choses, ça produit des choses, surtout en ce moment. Mais en tout cas je voulais déjà vous remercier Cassandre, remercier Tristan d'être venu là aujourd'hui. Je voudrais remercier du coup Sarah Massia-Pascalisi qui est étudiante à la Sorbonne actuellement, donc doctorante en esthétique. Remercier les partenaires, Bureau des Heures Invisibles, j'ai vu qui sont là je crois. Remercier Édouard Glisseur Fond aussi qui a un fonds de dotation. Et encore une fois rendre hommage non seulement au premier congrès mais encore une fois à ce congrès de 61. C'est la première fois réellement qu'on rend hommage à ce congrès-là, qui a été extrêmement important. Il y a eu des rapports de police qui disaient qu'il y avait plus de 700 étudiantes et anti-SE et pas seulement. Il y avait aussi plein d'autres personnes pour manifester leur soutien au mouvement de décolonisation en général et en particulier au mouvement de décolonisation après aux Antilles. Donc voilà, c'est la première fois qu'on rend hommage à cet événement-là qui a eu lieu à Paris. Donc merci beaucoup d'être venu. Suivez Mangrovité, suivez tout ce qui va se passer, suivez l'art. Et voilà, merci beaucoup.